c'est un livre que j'avais dans la tête depuis longtemps. Et j'ai eu du mal à me décider à l'écrire. Et c'est sous la pression, je vais dire, d'une éditrice remarquable chez Collin, qui est Anne-Sophie Bourg, qui m'a poussée à le faire. Et c'est ainsi que l'été dernier, je l'ai écrit. Il aurait mieux valu que je l'écrive l'été précédent, mais voilà, les choses sont arrivées ainsi. Alors, quand je vois Pierre Verluis, je regrette qu'une chose, c'est de ne pas avoir 10 centimètres de plus, parce que pour vous voir tous, ce serait quand même beaucoup plus facile. La salle est tant en largeur, et on m'a demandé de ne pas trop m'éloigner d'un espace assez réduit. Donc, vous qui êtes loin, je ne vous verrai donc que de loin. Mais les choses étant ce qu'elles sont, on va faire ainsi. Alors, je vous dis, les raisons de ce livre que je portais depuis longtemps. Certains d'entre vous savent que je dirige la revue Hérodote. J'ai succédé à Yves Lacoste il y a maintenant plus de 10 ans déjà. Et on fait quelques numéros sur la France, mais on n'en fait pas tant que ça. C'est-à-dire que les questions géopolitiques du monde ont de quoi nous donner du grain à moudre, sans grande difficulté, bien sûr. Et là, j'avais quelque chose que je tenais à dire. Pour moi, c'est un livre que je considère comme un livre citoyen. C'est d'abord ça. C'est peut-être une sorte d'essai, mais c'est clairement ce que je pense. C'est ma façon de voir. Alors Jean-Marc Bouissou a dit j'espère que vous allez nous éclairer. Oui, je vais vous éclairer en fonction de ma façon de voir les choses. Je ne détiens pas la vérité. Qui la détient d'ailleurs? C'est en fonction de mon expérience, des longues années que j'ai passées à étudier la France, fonction aussi de l'amour que je porte à ce pays, parce que je trouve qu'on a beaucoup de chance de vivre en France, et puis que j'en avais un peu assez du discours pessimiste, décliniste, qui faisait des best-sellers, ce que ce livre ne fait pas, je vous rassure tout de suite. Je veux dire, les 350 000 exemplaires d'un Zemmour, ils ne passent pas. Voilà. Ou d'un Nicolas Bavrez, ça passe pas. Ça passe pas parce que je pense que c'est un discours, une représentation qui ne correspond pas, de mon point de vue, toujours, à ce qu'est la France aujourd'hui. Et il y a un certain paradoxe, c'est pour ça que j'ai choisi ce titre, parce que, écoutez, quand vous pensez que les Français sont moins optimistes que les Afghans, quand on fait des sondages, il faut quand même le faire. On peut quand même s'interroger là-dessus. Qu'est-ce que ça signifie? Un pays qui est en guerre depuis plus de 20 ans, qui vit des situations absolument tragiques, où les femmes, les enfants sont tués, les femmes violées, et ils sont plus optimistes que nous. Alors il y a quelque temps, j'avais écrit une tribune dans Libé, Les enfants gâtés de la République. Et je continue à penser qu'on a un petit peu quelque chose des enfants gâtés. Ça m'interroge qu'on puisse se dire, avec aussi peu d'espoir, aussi peu de confiance, alors qu'on appartient, qu'on vit dans un pays, on en pense ce qu'on en veut, mais qui est quand même très démocratique, avec un niveau de vie que beaucoup de gens nous envient, avec un cadre de vie qui est effectivement très agréable. Et malgré tout, on est dans ce discours ah, ça va pas. Ah si, chez moi ça va. Non, dans ma famille ça va. Mais pour le pays, ah non, ça va pas. Et j'ai cherché à comprendre pourquoi ça. Pourquoi on était dans ce pessimisme-là qu'on avait. Et puis d'un autre côté, on a ce pessimisme et puis on est traité d'arrogant. Ce qui ne colle pas bien avec le pessimisme. On a l'idée qu'on est sur le déclin, et puis d'un autre côté, on nous traite d'arrogants. Et les sondages le montrent. Tous nos partenaires européens trouvent que nous sommes arrogants. Et nous sommes le seul peuple dans les pays européens à nous dire arrogants. Les Français se disent arrogants. C'est quand même étonnant. À la fois, on pense que ça va mal, et à la fois, on a intégré, oui, qu'on était arrogant. Et là, ça m'a un peu interrogée. C'est pour ça qu'entre arrogance et déclinisme, comment ça peut s'expliquer?
Et c'est un peu ça que j'ai essayé d'éclairer. Et je crois qu'on a quelque chose de particulier, c'est que la France a une grande histoire. Vous allez me dire, M. Gibelin, comme si on était bien les seuls à avoir une grande histoire. Vous ne croyez pas que les Britanniques, ils pensent qu'ils ont une grande histoire? Ce n'est pas que les Allemands, ils pensent qu'ils ont une grande histoire. Oui, ils ont une grande histoire, mais avec une sacrée tragédie qui s'appelle le nazisme. Oui, mais les Ottomans pensent qu'ils ont une grande histoire. Sûrement, les Turcs pensent qu'ils ont une grande histoire. Ils ont raison. Mais dans les pays européens, je pense que la France a une situation assez particulière. Et cette histoire est singulière, de mon point de vue, à plus d'un titre. Et nous pourrons sans doute échanger là-dessus par la suite. Une histoire singulière parce qu'il y a différents éléments qu'on ne va pas retrouver systématiquement dans d'autres pays. La première des choses, c'est que l'aspiration à l'universalisme, on dit, ben voilà, on est parti, ça y est, les grandes idées à dominer le monde. Non, c'est pas ça. Mais néanmoins, c'est à la Révolution française que le droit, on est libre et égaux en droit, et où on a la déclaration effectivement du citoyen, même si les femmes n'avaient pas le droit de vote, même si après on a eu un régime censitaire pour les élections, tout ça c'est vrai. Mais néanmoins, il y a cet élément absolument majeur qui fait que pendant quelque temps, tout au moins dans l'Occident, cet héritage du siècle des Lumières va faire que la pensée philosophique française va être repris, je ne dis pas un modèle, mais va être repris dans toute une partie du monde, et ce n'est pas rien. Alors si je vais commencer par l'histoire, non pas parce que je pense qu'on doit faire quelque chose de chronologique, c'est pas ça. Mais j'ai commencé par l'histoire parce que vous savez peut-être que la France est le plus vaste pays en superficie des pays européens. C'est le plus grand. Pourquoi c'est le plus grand? Vous allez dire la belle affaire. C'est plus grand que l'Allemagne, ce qu'on n'a pas souvent dans la tête. Comme ils sont plus nombreux, on imagine qu'avec la réunification, l'Allemagne est plus vaste en superficie que la France, ce qui n'est pas le cas. Et pourquoi c'est le plus grand pays? Et là, il y a quelque chose, moi, qui m'a beaucoup intéressée, et je vais y venir. C'est moi qui passe les... Non, c'est avec la... Avec quoi? La souris ou le clavier. Ce clavier-là? Ou ça peut... Je vais m'en occuper. Bon, ben, c'est bien. Vous avez raison. C'est très bien. Voilà. Le plus grand État européen, et c'est le résultat de ce que je considère comme une extraordinaire intelligence politique. Et cette intelligence politique, il y a deux personnes qui l'ont eue, l'une surtout, qui est Sugère, qui était l'abbé de Saint-Denis, et l'autre, qui est Louis VI le Gros. Ils ont été, j'allais dire, à l'école ensemble, à Saint-Denis, quand ils étaient gamins. Et Sugère est fils d'un serf de haut niveau, on va dire. Et on l'a mis évidemment chez les curés, puisque de toute façon, il n'y avait d'école que chez les religieux. Et c'est là qu'il va rencontrer Louis VI le Gros. Et ce que je trouve absolument fascinant là-dedans, et je vais vous montrer une autre diapo là-dessus qui va suivre. Voilà. Et bien, c'est cette carte-là, qui est le domaine, la France entre 987 et 1180. Le domaine royal, c'est les petites taches oranges que vous avez là. C'est-à-dire un domaine tout petit, ridiculement petit. Il n'est même pas d'un seul tenant. Et il est dans une insécurité totale. Au fond, le roi de France, à cette époque-là, ne maîtrise rien, ou presque rien. Et le plus étonnant, c'est que partant de ce deux petits ensembles, puis ensuite autour d'Orléans, on va réussir, ils vont réussir, et c'est l'histoire de la royauté, à faire le plus grand des royaumes européens. Et ce n'était pas gagné. Et ce n'était pas gagné d'avance. Parce que qu'est-ce qu'il y avait comme adversaire à l'époque? Le Saint-Empire romain germanique, hérité, eux aussi, de Charlemagne. Et ce qui est ce que j'appelle, moi, une intelligence géopolitique, c'est l'astuce de Sugère qui était allé à Rome et qui
avait été apprécié du pape de l'époque, de réussir à mettre le royaume de France, qui est une toute petite chose à ce moment-là, hein, et c'est sous Louis VI qu'on parlera pour la première fois du royaume de France. Avant, c'est le royaume des Francs. Et cette toute petite chose, il va dire que c'est un royaume de droit divin. Et qu'il est sous la protection de Dieu, pas du pape, de Dieu. Et que le roi est sacré. Et c'est une mise en scène géopolitique absolument remarquable. Et pourquoi ça a marché? Parce que le Saint-Empire, l'empereur du Saint-Empire romain germanique, lui, il était élu par les différents ducs, duchés et autres grands électeurs du Saint-Empire romain germanique, et qu'il était couronné par le pape. Alors que le roi de France, lui, doit être sacré par le pape. Et c'est ce qui en fait quelqu'un à la limite de l'ordre du divin. Et donc, comme l'empereur va chercher des noises au pape, va vouloir s'émanciper du pape, il va y avoir une alliance entre l'Église et le royaume de France qui va être une alliance qui va perdurer pendant des siècles. Or, l'Église est une énorme puissance à ce moment-là. Il valait mieux avoir l'Église avec soi que contre soi. Et l'habileté de Sugère est celle-là. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on va commencer à écrire le roman national. Le roman national, ce n'est pas le 19e siècle, comme on le dit souvent. Le roman national, il s'écrit en fait dès la période de Sugère, c'est-à-dire dès le 12e. Car il comprend, la nation à ce moment-là, c'est la religion, bien sûr. Ce n'est pas la nation qu'on va connaître après la Révolution française. Et on va écrire une histoire, on va même faire des faux, ça ne gêne absolument pas Sugère, pour montrer qu'on est bien dans la continuité de Clovis. Clovis baptisé, et il a été dit à Clovis que tant qu'il resterait un bon catholique, eh bien, il aurait toujours des successeurs, et il pourrait effectivement développer le royaume de France. Alors, à ce moment-là, qu'est-ce que c'est? Le royaume de France, c'est un domaine privé, dans un premier temps. Donc, c'est le fils qui hérite du père, rien que de très logique. Et vous verrez que ça va avoir une importance tout à fait essentielle dans notre histoire. Donc, je ne vais pas tout vous raconter, parce que si j'ai envie que vous achetiez le livre, je ne vais pas vous raconter toute l'histoire. Mais c'est très intéressant de se rendre compte, si vous voulez, de cette intelligence qu'il y a. Car vous imaginez bien que ça, c'est des domaines qui sont contrôlés par le roi d'Angleterre, et vous voyez bien sa puissance par rapport au roi de France. Et ils ont bien essayé plusieurs fois, les Anglais, d'être rois de France, sous prétexte que leur mère, leur grand-mère avaient été reine de France et que donc dans ces conditions, ils avaient le droit eux aussi de prétendre à la succession. Et c'est là encore où on va retrouver l'Église, très habilement, qui va, sous Charles VII, relancer la loi salique. La loi salique, c'est la loi des Saliens, et Clovis était de la tribu des Saliens, qui est de dire la couronne ne peut passer qu'à un descendant mâle. Ce qui était absolument inhabituel dans l'Europe. Élisabeth Ier d'Angleterre a bien été une grande reine sous les Anglais. Et les femmes pouvaient succéder au mari à leur mort quand ça arrivait. Ou des filles pouvaient même prendre le pouvoir. Or, la grande... Et pour évincer Jean Santerre d'une part, et ensuite, au fond, cette guerre de 100 ans qui vient de la volonté des Anglais de prendre place sur le trône de France, ça va être de dire, ben nous, on a la loi salique, donc ce n'est pas possible. Et on a préféré aller chercher un cousin éloigné plutôt que un Jean Santerre qui était, au fond, beaucoup plus proche descendant de la couronne. Et ça, c'est très intéressant. Ce qui explique d'ailleurs, mesdames, que pendant très longtemps, les femmes n'aient pas eu vraiment de place dans l'histoire politique française et que ceci a duré, parce que dans les différentes constitutions, les femmes n'avaient aucune place. Il a fallu attendre la Deuxième Guerre mondiale pour qu'on commence à admettre que les femmes avaient le droit un peu de compter dans la vie politique. Bien. Donc c'est extrêmement important. Et je voulais vous montrer... donc, vous voyez, on va avoir après ça l'extension du domaine royal, c'est là, car ça a été une constante dans l'histoire royale française. C'est l'idée qu'il fallait agrandir le domaine, non pas pour le posséder, mais parce qu'ils ont
j'allais dire, très tôt intégré qu'ils représentaient effectivement autre chose que leur seule propriété. Et ça, c'est tous les Plantagenets en 1180. Et ça, c'est d'autres fiefs très importants, dont le fief du comte de Toulouse, qui est bien évidemment très, très important. Et regardez l'importance de ces conquêtes territoriales. En 1180, on est là. 40 ans après, hein, on a déjà agrandi considérablement le domaine avec effectivement des antennes qui sont extrêmement importantes et d'autres fiefs qui sont passés sous le contrôle vassal. On va avancer plus vite pour arriver à... Alors, royaume de France, royaume du Saint-Empire germanique. Pourquoi j'ai mis cette carte? Parce que cette carte est fausse. Parce que vous voyez, dans cette représentation, le Saint-Empire romain germanique, c'est comme si c'était un État. Or, le Saint-Empire romain germanique n'est pas un État, n'est pas une fédération, n'est pas une confédération. Et cette représentation cartographique, et j'ai reconnu quelques-uns de mes anciens étudiants, savent que j'accorde une grande importance aux représentations cartographiques, à ce qu'on donne à voir. Et c'est très important, parce que vous voyez, là, on a l'impression que c'est beaucoup plus important que le royaume de France. Or, la réalité, il va falloir que j'apprenne à le faire moi-même, je crois, hein. Ce sera plus simple. Voilà, la réalité, c'est ça, du Saint-Empire romain germanique. Hein, c'est un morcellement. C'est un morcellement avec des petits royaumes à l'intérieur qui sont regroupés dans un ensemble qui a un empereur, mais cet empereur est élu et parfois il n'a aucun pouvoir. Il y a des lois très différentes, il y a des monnaies très différentes, il y a des armées très différentes. Donc quand on pense empire germanique, il faut penser morcellement. Et c'est celui-là ? Eh bien, dans l'autre sens. Voilà. Et ça, vous vous rendez compte qu'on est dans cet état-là, en fait, en 1799, en fait, cette carte, elle date. Par rapport à ce qu'est la France en 1789, vous voyez bien que ce n'est pas un État, que ce n'est pas un ensemble. C'est la Prusse qui va faire l'Allemagne. Et c'est très intéressant, ceux qui sont déjà allés à Berlin et qui sont allés au musée de l'histoire de Berlin, ils ont dans leur représentation que ce Saint-Empire romain germanique, c'est l'Allemagne depuis toujours. Et c'est très intéressant parce qu'on discute parfois sur ce que doit être un musée de l'histoire de France. Qu'est-ce qu'on donnera à voir et comment on le constituera et qu'est-ce qu'on mettra dedans. Alors ça, c'est aussi... ouais, là, on se rend mieux compte de la taille tant du royaume d'Espagne, mais qu'on a mis de la même couleur que le royaume du Portugal, et de la taille du royaume de France par rapport à ce qu'on a dans le reste de l'Europe. Donc on a une Europe très morcelée, très divisée politiquement, extrêmement longtemps. Et ça, c'est une carte qui est après le congrès de Vienne, donc on est au début du 19e. Bien. Donc la France, c'était la grande puissance européenne au XVIIe et au XVIIIe siècle. C'est le pays le plus peuplé et de loin, de très très loin. Quand le Royaume-Uni est à 6 millions d'habitants, on est à 20 millions. C'est une différence démographique fondamentale. Je vais passer très vite. Hein. Quand on parle français dans les cours européennes, la langue française a été une langue diplomatique jusqu'après Napoléon. Hein. Ça a été jusqu'au milieu du 19e. Si ça avait pu rester, vous imaginez, ça aurait été tellement confortable. Bien, ceci n'étant pas le cas, on est avec... Et là, on est sur une interrogation qui, à mon avis, mais on pourra en discuter, aide à comprendre d'où vient le déclinisme. Ce graphique qui est tiré d'un article de l'INED, vous voyez la population française en 1750 et la population du Royaume-Uni. Et vous voyez quand est-ce que ces courbes se croisent. Elles se croisent au début du XXe siècle. Elles se croisent à peu près en 1910. Et ceci est tout à fait important. Comment peut-on expliquer qu'alors que la France est le grand pays, que la France ne connaît plus de famine, des disettes, oui, comme à la veille de 1789, mais de famine, non. On ne meurt plus en France de faim très tôt. C'est sans doute le pays qui est sorti des famines le plus tôt. C'est lié à la diversité des terres, du climat, ça peut s'expliquer. Alors que la Prusse va connaître des disettes
et des famines jusqu'à la fin du XVIIIe, voire même au début du XIXe siècle. Et c'est une grande interrogation. J'ai cherché, mais je n'ai pas trouvé. Des raisons pour lesquelles, rapidement, très précocement, le taux de fécondité des Françaises diminue. Le taux de mortalité reste élevé, comme ailleurs. Mais on cesse de faire des enfants. Alors je vous passe tous les arguments, l'héritage, on ne veut pas diviser. Par exemple, Todd revient toujours avec ce genre d'argument. En fait, ce n'est pas vrai. Hein, c'est pas vrai parce que c'est absolument pas comme ça que les choses se passaient. On se mariait tard. Ben non, c'est pas vrai parce qu'on constate qu'il y a des tas de régions où on se mariait tôt. Donc c'est des arguments qui peut-être jouent-ils pour partie, mais c'est extrêmement difficile à expliquer ça. Et les démographes et les historiens de la démographie ne l'expliquent pas véritablement. On le constate, car ça démarre avant la Révolution française. Ça démarre dès le milieu du XVIIIe siècle. Donc on a un ralentissement démographique qui va être extrêmement important, dont les conséquences politiques et géopolitiques vont être majeures. Parce que, à la veille de la guerre de 14, quand on se lance dans la guerre, la France n'est pas en situation démographique favorable. Moi, mon grand-père, père de trois enfants, instituteur comme il se devait, plus de 30 ans, 34 ans, il part à la guerre. Il y mourra d'ailleurs. Mais on doit appeler les gens qui ont plus de 30 ans, parce qu'on manque d'hommes. Pourquoi on a eu les troupes coloniales? Parce qu'on manque d'hommes. On en a eu 800 000 qui sont venus. 500 000 se sont fait tuer. On n'a pas les moyens. On n'a pas les moyens équivalents à l'Allemagne pour faire cette guerre. L'Allemagne va avoir 2 millions de morts. La France en aura 1,3 million, 1,4 million, mais il y aura 800 000 grands blessés. Mais l'Allemagne se remet rapidement de la saignée de 14, pas la France. La France, qui peut apparaître comme une puissance importante, elle a refait un empire colonial à la fin du XIXe siècle. Elle apparaît comme étant une puissance qui compte, mais cette puissance manque de démographie. Si on n'avait pas eu ce ralentissement démographique, mais la France aurait eu 80 millions de Français au début du XXe siècle, du XXe siècle. La France aurait 100 millions de Français aujourd'hui. Le rapport, si vous voulez, mais aussi à la puissance, à la confiance. Et il y a des tas de choses qui se déclinent avec cette particularité démographique qui est tout à fait intéressante et qu'on explique mal. Pardon, c'est évidemment pas le bon sens. Et ça, je vous dis, c'est vraiment tout à fait énigmatique. Et quand on reprend les textes, on se rend compte que dès ce moment-là, dans le XIXe siècle, l'idée du déclin vient. L'idée que la France est en déclin. Pourquoi? Parce qu'elle est dépassée par les autres. On avait 4 fois plus de monde, d'habitants que les Anglais, et maintenant ils nous dépassent. On était bien plus peuplés que l'Allemagne, et ils ont fait leur unité, et ils sont bien plus nombreux que nous. Donc le sentiment qu'on est à la traîne, qu'on est en grande difficulté. Voilà. Et ça, c'est la pyramide des âges, qui est très intéressante de la France et de l'Allemagne en 1939. En bleu, c'est la France. En orange, c'est l'Allemagne. On est en 1939. Vous vous rendez compte de la différence, de la masse, j'allais dire, de soldats possibles à pouvoir mettre à la guerre par rapport à nous? Par rapport à la France de cette époque-là? On est dans une situation de grande fragilité démographique. Alors, ça surprend quand je le dis, parce que comme aujourd'hui, la France a le taux, effectivement, un des taux de fécondité les plus élevés, et on est à un taux de croissance de remplacement de 2,1 à peu près, c'est-à-dire que, grosso modo, sur l'accroissement naturel, on tient à peu près l'équilibre, plus une immigration, donc on a une croissance démographique positive, à la différence de l'Allemagne, effectivement, qui, elle, était en déclin démographique. Bien. Donc on peut dire, mais ben voilà, on remplit. Mais on est toujours en train d'essayer de compenser tous ces enfants qui ne sont pas nés dans le courant du 19e, dès le milieu même du 18e, jusque, on va dire, au milieu des années 50. Alors il faut bien comprendre que ceci a des conséquences dans la perception de la France. La France a 20 millions de Français
à la fin du règne de Louis XIV. Elle en aura 40 au sortir de la guerre, grosso modo en 1948-50. Donc elle a mis 2 siècles, plus de 2 siècles, 2 siècles et demi, pour pouvoir gagner 20 millions. Entre 1950 et aujourd'hui, on est à 66-67 millions de Français, on a 27 millions en 60 ans. Vous mesurez les changements que ça peut représenter pour la société française. On a mis plus de 2 siècles à gagner 20 millions d'habitants. On met 60 ans à gagner 27 millions d'habitants. La société française a considérablement changé, non seulement pour des raisons technologiques, économiques, etc., mais aussi par sa démographie. Et la répartition de cette population a été totalement bouleversée. En 1950, la France est un pays agricole et rural. Il n'est industriel que sur Lyon, que sur Paris, la région parisienne, et sur le Nord-Pas-de-Calais et un peu la Lorraine, sur une zone très précise de la Lorraine, qui est la Lorraine de la sidérurgie liée au minerai de fer. Ailleurs, rien. Ailleurs, une diffusion de l'industrie. Dans des petites villes, de la métallurgie, un peu partout, parfois de la petite sidérurgie, mais pas de grandes zones industrielles puissantes. Rien d'équivalent à la Rhénanie, en Allemagne. Rien. Le Nord-Pas-de-Calais, ce n'est pas la Rhénanie. On ne joue pas dans la même cour du tout. Et ça, ces caractéristiques-là, elles vont peser lourd dans l'évolution de la France. La France est un pays qui a 67 millions d'habitants et une seule ville millionnaire véritablement, Paris. Après, il faut prendre les agglomérations pour arriver à dépasser le million. Une ville comme Lille, c'est 170 000 habitants. Alors, si je prends les 82 communes qui font la communauté urbaine, bien sûr, là, je vais tomber à un peu plus d'1 million. Mais il va falloir qu'on s'y mette à beaucoup. Lyon, c'est pareil, c'est pas 1 million d'habitants. La ville de Lyon, c'est pas 1 million d'habitants. La ville de Marseille, non plus. Si vous prenez l'Allemagne, il y a 4 villes millionnaires, au sein, évidemment, de conurbations qui sont très importantes. Donc j'insiste sur la démographie parce que je pense que c'est quelque chose d'extrêmement important. Et ce qui était très important, c'est que comme on manquait d'hommes, on a dû faire appel aux étrangers extrêmement tôt, dès le 19e siècle. On en a besoin. Et pourquoi on a le droit du sol dont nous sommes si fiers? Ce n'est pas parce qu'on est généreux, mais c'est parce qu'il fallait que ces étrangers aillent à la guerre. Et pour aller à la guerre, il fallait qu'ils soient français. Parce qu'au fond, les jeunes Français qui partaient à la guerre disaient « c'est pas juste, nous, il faut qu'on y aille, et eux, ils prennent nos places. » Ça ne va pas, ça. Il n'y a pas de raison. Hein. Donc, le droit du sol en France résulte de ce déclin démographique, résulte de sa faiblesse démographique. On a eu besoin d'avoir des citoyens pour aller se battre. Et je parlais tout à l'heure des troupes coloniales, c'est tout à fait important, parce qu'on a dit, à la limite, pourraient devenir français, d'une certaine façon, on les emmenait à la guerre comme des citoyens pour aller se battre. Et au fond, on pourrait penser que le prix du sang aurait été, au retour, la possibilité de devenir citoyen français à part entière, ce qui, bien évidemment, n'a pas été. Donc c'était une trahison extrêmement importante. Il y a quelques films qui le montrent. Maintenant, on voit bien que les troupes coloniales, elles viennent, j'allais dire, je dirais pas de bon cœur, je dirais pas la fleur au fusil, mais elles viennent pour défendre la France. Et ils se sont remarquablement battus. Et de nouveau à la Seconde Guerre mondiale. Et les 2 fois, ils ont été trahis. Parce que les 2 fois, on ne leur a pas donné la citoyenneté à laquelle ils avaient droit. Et ceci aura des conséquences extrêmement importantes dans la douleur, par exemple, de la décolonisation avec l'Algérie, dont les conséquences d'une situation postcoloniale sont lourdes aujourd'hui. Donc on a besoin d'avoir ça en tête. C'est extrêmement important. Et on va... Bon, ça, c'est pas assez net, donc on va passer. Donc ça, je vous l'ai dit, l'indispensable immigration. Regardez comme l'immigration en France, en 1960, est nettement plus élevée qu'au Royaume-Uni. Nous, on a une immigration qui date du milieu du 19e siècle, déjà.
Les Belges, par exemple, hein, dans la région du Nord-Pas-de-Calais, ils arrivent dès le milieu du 19e. Là, j'ai trouvé ce graphique qui démarre en 1960. Alors, pour l'Allemagne, ils en ont déjà avant, bien sûr, mais ça commence au moment de la réunification. Hein. Ils ont fait une Allemagne réunifiée. Mais l'Allemagne, il y avait peu de travailleurs étrangers, très peu. Nous, on en avait beaucoup parce qu'on en avait besoin, tout simplement. Le Royaume-Uni va avoir aussi une immigration qui est postérieure à la Seconde Guerre mondiale, immigration post-coloniale. Et la France, non seulement elle a besoin de travailleurs étrangers, elle en a, vous vous rendez compte, les Français n'ont pas émigré. Allez, on a le Québec, d'accord, mais enfin, ça ne fait pas grand monde. Quand on voit ce que les Anglais ont émigré, les Italiens, les Suédois, les Danois, les Français n'ont pas émigré du tout. Mais parce qu'ils n'en avaient pas la nécessité. Ils vivaient pas mal. Vous savez, on part pour vivre mieux. Sinon, on ne part pas. Hein. Donc, la différence est extrêmement importante. Donc, c'est dans l'autre sens, pardon, excusez-moi. Voilà. Et la densité de la France est trop faible. Cette carte le montre très, très bien. Quand vous comparez sur l'Europe médiane, hein, par rapport à ce qu'est la France. Bon, on a évidemment Paris, on va avoir les littoraux. Et ça a des conséquences dans toute une série de représentations qui sont tout à fait importantes. C'est que la France, les Français, les gouvernements abandonnent le territoire. L'idée d'abandon. On abandonne les paysans. On abandonne la France rurale. On abandonne la France profonde. Avec Christophe Guilly, on abandonne même les périphéries. Moi, je ne suis pas d'accord avec cette représentation-là. La faible densité de la France, qui tourne, et elle a augmenté, elle tourne à peu près à 105 habitants au kilomètre carré, elle est à plus de 300 hein, dans le cadre de l'Allemagne, c'est-à-dire 3 fois plus. C'est extrêmement important. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de monde, y compris dans les campagnes, même si la population active en Allemagne, dans les campagnes, elle n'est pas plus forte que celle qu'elle est en France. En France, c'est 3% de population active aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui fait qu'on a ce discours de l'abandon? Vous ne l'avez pas en Italie. Vous ne l'avez pas du tout au Royaume-Uni. Vous ne l'avez pas en Espagne. Pourquoi nous, en France, on a ce discours-là lié à l'agriculture? C'est là aussi quelque chose de très, très particulier. Eh bien, parce que l'exode rural en France est très tardif. L'exode rural en France, il est postérieur à la Seconde Guerre mondiale. C'est les années 50. Il va falloir le plan Marshall et les petits tracteurs que nous vendent les Américains pour qu'on arrive à un début de mécanisation de l'agriculture. Alors on perd le charme des percherons boulonnais qui tirent la charrue, on perd effectivement, d'accord, mais on a aussi l'électricité qui arrive dans les campagnes dans les années 50, non seulement l'électricité, mais l'eau. Le nombre de fermes françaises qui n'a pas l'eau, sauf une pompe dans la cour, c'est massif. C'est la très grande majorité. On est extrêmement en retard. Et pourquoi on n'a pas eu d'exode rural alors qu'on a un exode rural très très précoce en Angleterre? Le domestique des boucs, le phénomène des enclosures, hein, qui fait que les petits paysans qui ne peuvent plus droit à la veine pâture, ils ne peuvent plus avoir une vache ou deux, ils ne peuvent plus glaner, ils sont obligés de s'en aller, ils sont terriblement appauvris. La France, non, garde ses paysans très longtemps. C'est pour ça aussi que la France, c'est le pays qui a le plus de résidences secondaires. C'est pas parce qu'on a des sous et qu'on fait forcément des résidences secondaires, c'est qu'on a hérité d'une maison que les grands-parents, les arrière-grands-parents avaient à la campagne et qu'on garde un peu. C'est ce qui explique aussi la place des agriculteurs aujourd'hui dans la vie politique française. Elle est très importante. C'est-à-dire quand les agriculteurs versent le fumier devant une préfecture, ils sont parfaitement identifiés, mais on n'y touche pas. Surtout pas. Vous savez, 5 gamins qui foutent le feu à des poubelles ou à une bagnole en banlieue, ceux-là, on va les épingler. C'est-à-dire que le rapport de force, mais lié à l'imaginaire, il n'est pas du tout le même. Et que ce qui peut être parfaitement contestable dans la façon de se comporter, je veux dire, ce n'était pas des agriculteurs, c'était des pêcheurs. Mais quand ils ont lancé des fusées incendiaires et que c'est le toit du Parlement de Rennes qui était classé, qui était une des merveilles du XVIIe, il leur est rien arrivé quand même. Hein.
Bon. Donc on voit bien qu'il y a des situations qui sont des héritages, j'allais dire politiques, qui fait qu'au fond, on ne peut pas véritablement y toucher. Et, et je pense que cette idée de l'abandon est une idée qui alimente le discours du déclin. On n'est même pas capable de s'occuper de l'ensemble de notre territoire et de la population. Et ça fait le miel du Front National, le discours de l'abandon. Regardez la poussée du Front National dans le milieu agricole français. Il avait plus ou moins résisté, il craquait déjà depuis quelque temps, mais de façon moins visible, si vous voulez, par rapport au sud de la France ou par rapport au nord de la France. Mais il était déjà présent. Ce discours de l'abandon est extrêmement important car il s'accompagne d'un discours, on abandonne les petits au profit des gros, et ça se traduit par quoi? Par on défend les métropoles au détriment du reste. Et les métropoles, c'est le développement lié à la mondialisation. Alors la mondialisation, c'est dangereux, c'est mauvais, parce que ça n'aide pas, évidemment, nos petites villes françaises et nos campagnes françaises. Et ce raisonnement, il n'est pas juste. Il n'est pas juste. Il y a une question importante qui est à poser très clairement. Quand vous avez 10 habitants au kilomètre carré, c'est le cas, par exemple, dans certains coins du centre de la France, le Morvan, par exemple, c'est 10 habitants au kilomètre carré. Vous faites comment pour maintenir la poste, l'école, l'hôpital? Vous faites quoi? Moi, je peux vous dire, hein, si vous êtes dans un hôpital autour d'une zone vide, il ne faut pas aller vous faire soigner là. Il faut vite vous déplacer et aller à un endroit où on serait bien mieux soigné. Parce qu'il y a des gestes dont on a besoin. Je veux dire, c'est bien gentil. La maternité sympathique, ils sont gentils, on les connaît, ils sont à côté. Mais quand ça se passe mal et que vous n'avez pas d'anesthésiste et que personne ne va venir vous faire la césarienne en catastrophe, ben vous aurez que vos yeux pour pleurer pour le petit mouflet que vous n'aurez pas eu. Donc il faut faire extrêmement attention à ce type de discours. Il faut avoir l'honnêteté de dire qu'un certain nombre de services qui pouvaient fonctionner à l'époque où on avait encore une population très présente dans les campagnes, ça a changé. C'est comme ça. Et qu'il faut imaginer les choses autrement. Et ne pas tenir le discours de l'abandon. Je maintiens que l'État français n'abandonne pas son territoire. Mais il y a un certain nombre de contraintes démographiques qui sont importantes. À la limite, je vais faire de la provocation, parce qu'il commence à faire chaud, vous commencez à vous endormir. Faire de la provocation, ce qu'il faut, à la limite, c'est peupler. Prenons tous ces étrangers qui veulent venir se réfugier chez nous et peuplons nos campagnes. On rouvrira des écoles, les commerces refonctionneront. L'hôpital d'Alençon, il fonctionne essentiellement avec des médecins syriens, pour une grande part. Tant mieux, réjouissons-nous. Pas pour les Syriens, bien sûr, mais s'ils redynamisent effectivement une situation difficile. Donc, la France a les moyens d'accueillir, a l'espace pour ça, a la force pour ça. Et moi, je suis assez consternée, si vous voulez, du discours, y compris de grands élus. Je pense à Estrosi et Vauquier, qui, quand on a fermé la jungle de Calais et qu'on a dit qu'il fallait les répartir, ont hurlé en disant on va faire des petits Calais partout, c'est abominable. Mais c'est scandaleux que des responsables politiques osent tenir des discours comme ça. C'est franchement scandaleux. Et si vous voulez, je pense qu'on est très marqué par cette frilosité qu'on a de ne pas pouvoir faire face. Au fond, on n'a tellement pas confiance dans ce qu'on est que 20 malheureux réfugiés avec leurs femmes et leurs enfants vont mettre sans dessous-dessous un quartier, une ville, alors qu'ils n'ont qu'une envie, c'est de s'insérer, d'essayer d'oublier si possible les tragédies qu'ils viennent de vivre et d'être bien quelque part. C'est quand même très étrange, cette attitude-là. Alors, vous allez me dire, ce n'est pas les seuls, parce qu'il y a des tas de maires absolument remarquables qui ont caillé tout ce monde-là, et des tas, il n'y en avait pas tant que ça, et des associations qui font un travail aussi remarquable. Mais c'est, je crois, quelque chose de tout à fait significatif. Et si... Ah, voilà. Je vous ai mis quand même quelques cartes électorales, parce que quand même... Hein,
C'est une carte par anamorphose. Hein, vous savez ce que c'est. C'est-à-dire que c'est en fonction de la masse de la population. Parce que quand vous faites une carte qui est juste celle à laquelle vous êtes habitué au niveau des départements, Paris et l'Île-de-France est tout petit, alors que ça représente 11 millions d'habitants, pas d'électeurs, mais 11 millions d'habitants. Donc ça, vous reconnaissez Toulouse, Bordeaux, Lyon, Paris, Lille, bien. Et en jaune, c'est Macron, en violet, c'est Marine Le Pen, en bleu, c'est François Fillon, et en rouge, c'est Mélenchon. Alors, il y a des choses très intéressantes, extrêmement amusantes. Par exemple, c'est Mélenchon du côté de Toulouse. Hein, c'est un effondrement des socialistes, et c'est Mélenchon qui récupère les voix. Et ce qui est assez intéressant, c'est que le bassin minier du Nord, lui, il est tout violet. C'est-à-dire que Mélenchon ne prend pas sur cet électorat populaire pauvre qui, lui, se sent abandonné, même si ce n'est pas vrai, et qui a voté Marine Le Pen très massivement, alors que c'est des choses différentes qu'on a effectivement sur le sud de la France. C'est une carte donc, qui est assez intéressante. Mais on a quand même une Marine Le Pen qui fait plus de 10 millions de voix au deuxième tour, qui fait plus du double de ce que faisait son père en 2002 face à Chirac. Bon, ils se sont tirés une balle dans le pied avec le débat, tant mieux, on va pas, enfin, de mon point de vue, tant mieux, on ne va pas se plaindre. Et puis maintenant, ils se divisent avec Philippot, très bien. Mais ça ne veut pas dire du tout que le Front National, évidemment, on en soit débarrassé. On l'a déjà pensé avec les divisions avec Maigret. Et ça, c'est la carte du deuxième tour. Alors, elle est à prendre avec prudence, parce que le plus foncé pour Le Pen, c'est plus de 60%. Le plus foncé pour Macron, c'est 85%. Hein, donc, c'est quand même 25 points de plus. Donc, c'est beaucoup, beaucoup plus. Mais les cartes, c'est absolument magnifique. Regardez la vallée de la Garonne, qui est une vallée qui vote pour l'extrême droite depuis 1965. Tixé Vignoncourt, candidat, qui était l'avocat de l'OAS, s'est présenté au présidentiel et c'est là qu'il fait ses meilleurs scores. Et la vallée de la Garonne apparaît toujours sur vos cartes électorales. Votre littoral méditerranéen, pas forcément le littoral le plus proche, mais l'arrière-pays du littoral. Hein. Là, sauf ici, évidemment, où vous êtes sur la zone avec Béziers, Montpellier ou autre. Et puis, vous pouvez reconnaître votre axe de la vallée du Rhône, bien sûr. Vous avez, c'est vrai, la grande périphérie de Paris, bien sûr. La Somme, ici, que vous voyez très, très bien. Et puis, cette zone du nord de la France, où on a un Front National qui est important. Et puis, la percée du Front National en Corse. Tout à fait étonnant, parce que la Corse avait toujours très bien résisté. Alors, qu'est-ce que ça donnera ? Apparemment, on peut avoir l'espoir que Marine Le Pen reste à la tête du Front National. Ça serait la meilleure nouvelle qu'on pourrait avoir. Alors, l'État a fait la nation. C'est les historiens qui le disent et ils ont raison. C'est ce que j'ai essayé de vous montrer tout au début. En Allemagne, la nation préexiste à l'unité de l'État. En France, c'est l'État qui va faire la nation dans sa volonté d'unité, dans la volonté de contrôler ce territoire, hein, la monarchie absolue, de la monarchie absolue à la centralisation républicaine. C'est absolument fondamental. Prenez le cas de l'Espagne aujourd'hui, avec une Catalogne qui a des envies d'indépendance, avec un Pays basque qui a des envies d'indépendance et qui, pour obtenir cette indépendance, n'a pas hésité, alors qu'on était revenu dans un régime démocratique, à pratiquer le racket, à tuer. Donc on a eu des mouvements nationalistes, fascisants dans le cas du Pays basque, de mon point de vue. Et là, en Catalogne, on ne sait pas comment les choses vont véritablement tourner. Parce que l'État n'a pas réussi à faire la nation espagnole. C'est une histoire compliquée, hein, on n'a pas le temps d'y revenir. Mais je dirais qu'on a eu la chance d'avoir une monarchie qui a voulu impérativement unifier. Je n'ai seulement pris que les langues.
Alors, on a évidemment la langue d'oc avec toutes ces différences. Là, on a la langue d'oïl, mais on a des choses qui sont des langues celtiques avec le breton qui n'ont rien à voir avec la langue d'oïl. De même, on a les langues germaniques qui n'ont rien à voir avec la langue d'oïl. On a aussi les langues germaniques, le francique et l'alsacien qui n'ont rien à voir avec la langue d'oïl. Donc, on avait une très, très grande diversité linguistique. Et c'est quand même François Ier qui décide que la langue de l'administration sera le français. Et que d'un bout à l'autre du territoire royal, on écrira tout ce qui sera édits royaux en français. C'est-à-dire que vous allez avoir un maillage de représentants de l'État qui va se comprendre d'un bout à l'autre du territoire. C'est extrêmement important que celle de l'unité de la langue. Bon. Donc ça, c'est des données... les régionalistes vont dire ah bah oui, mais alors ce jacobinisme, il a étouffé nos cultures, il faut bien qu'on se batte, il faut bien qu'on les défende. Oui, si c'est dans un désir culturel, moins évident quand on prend d'autres moyens pour bien évidemment pour y arriver. Et de mon point de vue, je pense que la France aura bien du mal à être un État décentralisé. Parce que c'est le constant recours à l'État, dans tous les domaines. L'économie, déjà. Même Sarkozy, présenté comme un ultralibéral, ce qui était bien évidemment faux, quand Alstom a des difficultés, il n'hésite pas à ce que l'État intervienne. Voilà. Et puis ça ne lui pose aucun problème. Quand Air France est menacé de dépôt de bilan, sous Bernard Attali, l'État aligne 20 milliards de francs sans sourciller. C'était des francs à l'époque, ce n'était pas des euros. Voilà. Et personne ne conteste. Personne ne dit, mais y compris parmi nos soi-disant ultralibéraux, mais on n'a pas à faire ça. Enfin, personne n'a dit que ce n'était pas ça qu'il fallait faire. Tout le monde a dit que c'était très bien de faire comme ça. Bon. Regardez la catastrophe d'Irma. Saint-Barthélemy et Saint-Martin demandaient de l'autonomie, de l'autonomie, de l'autonomie. En 2007, on leur donne de l'autonomie, la fiscalité, s'occuper de l'urbanisme, gérer leurs affaires au plus près parce que l'État est loin. Mais quand il y a une catastrophe comme ce qu'ils viennent de vivre, qu'est-ce qu'on fait ? Ah, l'État n'a pas fait assez. Ah, l'État n'a pas prépositionné des forces. Ah, l'État n'a pas mis suffisamment d'eau. Tout de suite, on en appelle à l'État. Et il faut tout de suite que la ministre des Outre-mer soit là, que le président y aille, que ça peut se comprendre, je ne dis pas le contraire. Mais on voit bien que quand il est en difficulté, vers qui on se retourne l'État. Je vais prendre un autre exemple, l'éducation nationale. Vous pensez que les Français sont prêts à une éducation qui ne soit plus nationale ? Par exemple, comme en Allemagne, où ce sont les Länder qui sont en charge des programmes, qui payent les professeurs, qui décident des dates des vacances. Mais c'est un tollé. Je suis sûre qu'on met tout le monde dans la rue, en tout cas beaucoup de gens dans la rue. Vous pensez qu'on est prêt à une police qui ne soit pas nationale ? Et qu'on soit une police régionale ? Bien évidemment que non. Donc je pense que, comme l'État a fait la nation, comme, j'ai dit, l'importance des fonctionnaires français, hauts ou pas hauts, est extrêmement ancrée dans notre culture. Donc, et je parle ici dans une école de management. Mais même dans une école de management, il est important de connaître les cultures des pays sur lesquels on fonctionne. L'Allemagne aurait parfaitement pu ne pas être un État fédéral. S'il n'y avait pas eu la catastrophe du nazisme, on aurait eu un État centralisé et puissant. Mais c'est la catastrophe du nazisme qui font que les Alliés imposent à l'Allemagne sa constitution fédérale. De façon à ce qu'il n'y ait plus jamais la possibilité d'un État trop puissant et trop fort centralisé. Les Allemands n'ont pas choisi le découpage de leur Länder, ils n'ont pas choisi leur constitution, il faut s'en souvenir quand même, et ont été occupés pendant très longtemps par les troupes alliées après la Seconde Guerre mondiale. Alors, on a dit, l'unité, elle s'est faite tard, et ils avaient le souvenir, royaume de Bavière, etc. Oui, sûrement, mais c'est d'abord la catastrophe du nazisme qui fait qu'on va lutter contre la possibilité d'avoir une
de nouveau une Allemagne forte, hein, puisque c'était Mauriac qui disait « j'aime tellement l'Allemagne que je préfère qu'il y en ait deux ». Bon, voilà, c'est cette même... ça traduisait ça, si vous voulez. Bien. Alors, nos 36 000 communes, ah là là, on est infoutus, nous, de fusionner les communes, ah là là, mais qu'est-ce qu'on est nuls, franchement. Et puis tous nos élus qui nous coûtent si cher, mais ils ne nous coûtent pas si cher que ça, hein, parce que la plupart d'entre eux sont bénévoles. Pour toucher quelque chose, il faut déjà être adjoint ou délégué. Bon, et il y en a des tas qui ne sont que simplement conseillers municipaux. Et un élu d'une petite commune, je crois, il doit toucher même pas 600 € pour faire un boulot en étant toujours attentif, toujours là, toujours. Si les Français sont si attachés à leur mère, c'est bien parce qu'ils font quelque chose. Bon. Donc moi, je n'aurais pas le discours, on en a trop. Mais ce qui est important, c'est d'abord, pour un peu se calmer, c'est dans l'autre sens. Hein, regardez comme c'est intéressant les cartes. Vous voyez les Landes là? Vous voyez la Sologne? Comme c'est bien, hein, et nos grandes communes, Arles et les Bouches-du-Rhône, dans les Bouches-du-Rhône. Et puis toutes ces petites communes qui descendent le long du Rhône. Et puis la Champagne, qui était la Champagne pouilleuse, avec des grandes communes. On peut lire la géographie française simplement sur le maillage des communes. Alors, je vais vous en montrer d'autres, si je ne me trompe pas de sens. Ben, voilà les communes à l'échelle de l'Europe. Ben, vous voyez qu'il y en a d'autres, hein, qui ont beaucoup de communes et qui sont petites. Regardez, si vous regardez la France, hein, vous voyez aussi le nord de la Suisse. Bon, elle n'est pas en Europe, enfin, elle y est presque, hein, on pourrait l'imaginer comme ça. Vous avez la Tchécoslovaquie. Puis vous avez ici un ensemble avec de très grandes communes. Ce qui est très intéressant, sur la Slovénie, c'est encore un peu petit. Et ça, on a eu une occupation ottomane et c'est un héritage d'une réorganisation du territoire sous la période ottomane, mais qui n'a pas fonctionné sur la Grèce, qui est très différent par rapport à cela. Donc, le découpage communal, il est à prendre avec, j'allais dire, une certaine sagesse. Et pourquoi en France, on a du mal à fusionner nos communes? Eh bien, parce que quand Marcellin, en 1970 ou 71, qui était ministre de l'Intérieur, a proposé aux communes de fusionner, elles ont dit non. Mais pourquoi? Parce qu'on ne leur proposait rien avec cette fusion. Elles disparaissaient et ça permettait de renforcer encore la centralisation. Au fond, la fusion de communes, à ce moment-là, ça a arrangé l'État, sans accompagner avec des nouveaux pouvoirs, des nouvelles responsabilités. Sans doute qu'à ce moment-là, on aurait peut-être pu avoir une fusion des communes qui se serait faite, comme elle s'est faite à cette époque-là en Belgique, comme elle s'est faite à cette époque-là en Allemagne. Mais l'État ne voulait pas se départir de la moindre parcelle de son pouvoir à ce moment-là. Et ça a été un bel échec. Alors, qu'est-ce qu'on a inventé? Puisqu'on n'y arrivait pas, on a inventé l'intercommunalité. Ça, c'était un bon style. Ça, c'est les régions. Excusez-moi, j'aurais dû trouver une carte avec les nouvelles régions françaises, mais je l'aime bien parce que ça montre qu'en fait, la taille n'a pas d'importance. Hambourg, c'est un land. C'est une ville. Brême, c'est une ville. Et puis, vous avez la Rhénanie-Westphalie et la Bavière qui sont énormes. Ça les gêne? Non. Qu'il y en ait des tout petits, des très gros? Ça les gêne? Non. Il n'y a jamais de discussion sur « c'est pas le bon découpage ». L'histoire du découpage, c'est une histoire française. On est avec des essais de découpage, j'en évoque quelques-uns dans ce livre, depuis très longtemps. Tout le monde s'y met. On découpe, on découpe, on découpe. C'est l'État qui décide et c'est avec un certain nombre de grands experts, bien sûr, qui savent très bien ce qu'il faut faire et qui découpent la France. Mais ça n'a aucune importance. Qu'on ait des petites régions ou des grandes régions, tout dépend des pouvoirs qu'on leur donne et les capacités et les moyens qu'on leur donne. Pour le reste, ça n'a absolument pas beaucoup d'importance. Voilà. Ah ben, j'ai mis en couleur, mais c'est pareil. Et puis ça, ce sont les EPCI, c'est-à-dire toutes les intercommunalités. Toute la France est en intercommunalité aujourd'hui. Toutes. Ah, il y en a des qui ne représentent pas grand-chose. Et puis, on a 22 métropoles. Vous vous rendez compte? 22. Alors qu'on est avec une faible démographie, on réussit à en faire 22. En fait, de vraies métropoles, on peut en avoir 2 ou 3. Mais c'est
tel label, et puis c'est plus de pouvoir, que toutes veulent être des métropoles. Donc on baisse le niveau à partir duquel on devient une métropole. Mais ça va faire aussi des tas d'histoires, parce que normalement la métropole prend le contrôle et les activités de tout ce qui est sur son territoire. Alors on va avoir des départements qui ne vont pas être contents, on le voit déjà sur la région parisienne, déjà. Alors on peut se dire, est-ce qu'une métropole de 12 millions d'habitants, ça n'a pas besoin de niveau inférieur pour être géré correctement? Vous savez, quand on a créé les départements dans les années 60 dans la région parisienne, c'est parce qu'on avait la Seine-et-Oise et la Seine-et-Marne, et qu'on se disait que si on habitait très loin et qu'on devait aller à Versailles, c'était bête, et qu'il fallait peut-être qu'on réorganise un peu correctement cet espace. Je doute fort qu'une grande métropole sur l'ensemble du Grand Paris ne nécessite pas au bout de quelque temps à ce qu'on refasse des niveaux inférieurs. Mais bon, je serais peut-être plus de ce monde pour le voir. Mais ça ne m'étonnerait pas. Alors voilà les 22 métropoles. Alors, puissance européenne entre interventionnisme et pacifisme. Et pourquoi on est si attaché à l'armée? Je regarde l'heure. Oh, ben j'ai presque... Allez, j'accélère. Pourquoi on est... Eh bien, on est si attaché à l'armée pour plusieurs raisons. D'une façon un peu paradoxale, parce qu'on a été battu. Parce qu'on a pris, j'allais dire, une défaite très humiliante en 1940. Je passe, celle de 1870, elle était loin. Mais en 1940, c'est une défaite absolument terrible. Et l'armée, mais pas seulement l'armée, un certain nombre de responsables politiques français veulent absolument reprendre l'image d'une armée conquérante. Et ça va être une des raisons des erreurs de nos guerres de décolonisation. Les Britanniques ont bien mieux réussi leur décolonisation que nous. Je ne sais pas si vous avez regardé hier soir, c'est encore ce soir et encore demain soir, le très très grand documentaire américain sur Vietnam, qui retrace de façon, à mon avis, pas parfaite, la période française, parce qu'il n'explique pas bien l'engrenage et comment la France s'est lancée dans la guerre d'Indochine, comment l'armée française s'est lancée dans la guerre d'Indochine, et comment cette défaite dans la guerre d'Indochine va contribuer à alimenter aussi la guerre d'Algérie. Et comment on est dans l'incapacité d'admettre le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, et c'est la grande contradiction par rapport aux valeurs dont je parlais au début de cette conférence. Et les conséquences géopolitiques sont extrêmement graves. Donc à la fois, l'armée française reste une armée performante. Aujourd'hui, c'est, si les Britanniques s'en vont, la seule armée performante en France, en Europe, pardon, excusez-moi, qui est capable d'intervenir à l'extérieur et qui peut compter aujourd'hui. Alors, il y a eu tout un mouvement qui a de dire mais pourquoi mettre tant d'argent dans l'armée alors qu'on devrait le mettre dans l'éducation? Bon, ben, c'est gentil, le pacifisme, mais les choses étant ce qu'elles sont, comme disait De Gaulle, parfois il vaut mieux, pour préparer la guerre, pour préserver la paix. Et je pense que c'est encore aujourd'hui quelque chose qu'il est utile d'avoir. On ne sait jamais comment les choses peuvent tourner. Ça fait 70 ans que nous ne sommes plus en guerre en Europe. Ça ne nous était jamais arrivé depuis si longtemps. C'est un acquis extrêmement important, mais on ne sait pas comment les choses peuvent un jour tourner. Donc il faut être très très vigilant. On a parfois des chefs d'État, je pense à Erdogan par exemple, peut-être Poutine, on ne sait jamais comment ça peut tourner, ou à un Trump qui dit je me retire et débrouillez-vous. Voilà, on n'est jamais sûr de comment les choses peuvent se passer. Donc, et puis on pourrait aussi parler du terrorisme. Donc il est important de garder une armée. 33 000 militaires français dans le monde, avec 4 types d'opérations. C'est beaucoup. On dit que notre armée est à la limite de ses capacités. Plus l'opération Sentinelle sur le territoire. C'est effectivement, et c'est un budget qui est à 33 milliards. On n'est pas aux 2% de PIB auquel on s'est engagé. Pour aller aux 2% de PIB, il va falloir monter jusqu'à 50 milliards. Tout le monde ne sera pas d'accord. Ça posera un certain nombre de problèmes.
Voilà les dépenses moyennes par pays membre. Vous voyez que l'Allemagne, elle est un certain retard et elle a vraiment besoin de mettre la main à la poche désormais sur ce budget-là. Et voilà les dépenses militaires. Les USA, c'est plus de 500 milliards. Tout pays UE réunit, c'est 200. Puis le Royaume-Uni, c'est un peu moins de 50. Puis la France, l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne. La Chine est sans doute à 135 milliards de dollars, mais sur la Chine, on n'est pas sûr qu'on ait des chiffres qui soient tout à fait précis. Et c'est moins de 100 milliards pour la Russie. Voilà. Donc une aspiration à rester une puissance de rang mondial. De Gaulle à Macron, tout le monde attendait beaucoup le discours de Macron hier à l'ONU. Il a été sans doute meilleur que celui de Trump, mais ce n'était pas difficile. Et puis, il y a cette carte de la francophonie, qui est une carte qui est une illusion, parce qu'il est bien évident que tout ce qui est en jaune, toute la population est loin de parler français. Bien évidemment, quand on met tout le Canada, et le Canada c'est un grand territoire, on a l'impression que c'est tout à fait important, mais vous savez comme moi que c'est à prendre avec prudence. Puis vous voyez que l'Algérie n'en fait pas partie. L'Algérie, avec une histoire coloniale douloureuse, refuse de faire partie de la francophonie. Voilà, ça c'est une carte des ambassades françaises, hein, qui est une carte interactive sur laquelle vous pouvez bouger. C'est un des pays qui a le plus d'ambassades au monde, avec les États-Unis et quelques autres. Et puis, c'est le réseau des établissements d'enseignement français à l'étranger. On est les seuls à en avoir encore autant sur la représentation de la culture, de la langue. Avons-nous les moyens ou pas de continuer cela? Certains appellent ça du soft power. D'autres disent que c'est un héritage d'une grande histoire. Je préfère cette formule-là au soft power. Je vous remercie.